Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, rebaptisé un Halloween presque parfait. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver pour un enregistrement exceptionnellement en live à la médiathèque de la Vieille Île à Haguenau en Alsace. Bonjour le public. Ils sont beaux, enfin affreux plutôt, c'est le soir d'Halloween, pour évoquer une série avec deux beaux gosses en tête d'affiche, mais garantis sans Vincent Lacoste au summum de l'âge ingrat avec des cheveux gras, c'est promis. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept, 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène, et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10. L'objectif est de vous indiquer si la série au programme mérite d'être poursuivie au-delà de l'épisode d'ouverture. À mes côtés, celle que vous aviez pu entendre dans notre émission consacrée à Sex Education, il s'agit d'Emeline. Salut Emeline. Salut Junior et bonjour tout le monde. J'accueille également une personne qui a sévi dans un précédent épisode consacré à Roswell. Il s'agit de Yoshka. Salut Yoshka. Salut Junior, bonjour à toutes et à tous. On remonte le temps, direction le 13 septembre 2005, date à laquelle débarquait sur la chaîne américaine The WB la série Supernatural, une création d'Eric Kripke, 15 saisons et 327 épisodes. Elle s'est achevée le 19 novembre 2020. Supernatural est disponible sur les plateformes Max et Prime Video, ainsi qu'en DVD et en Blu-ray. Pour vous donner un aperçu de cette série, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. My name's Dean Winchester. That's my brother Sam. We kill monsters. Monsters. You ever seen a horror movie? Well, do you need a sign? Well, there's your sign. There's a new sheriff in town. So what are you, some kind of superhero? Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Supernatural, Emeline, est-ce que tu peux nous faire le résumé de cette série, s'il te plaît ? Les frères Dean et Sam Winchester partent à la chasse aux démons à travers les États-Unis pour retrouver leur père qui a mystérieusement disparu en cherchant à se venger du démon aux yeux jaunes qui a tué leur mère. Durant leur périple, ils vont enquêter sur des phénomènes paranormaux issus de légendes urbaines, folklore et mythes, mais le plus souvent, ils luttent contre des monstres, des démons, des fantômes, voire même des anges. Sacré programme. Hein. Au casting de ce pilote, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan, Adrienne Palicki et Samantha Smith. C'est la mère de Dean et Sam dans la série. Une question toute simple et habituelle dans cette émission. Avant d'entrer de plein pied dans ce pilote, Yoshka, quand est-ce que tu l'as découvert et qu'est-ce qu'elle représente cette fiction pour toi ? Alors, je n'avais jamais vu une seule minute de cette série avant de préparer ce podcast. Donc, j'ai découvert la série en préparant le podcast et je n'ai regardé que le pilote. Alors, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai regardé que le pilote, je l'ai regardé plein de fois. Mais c'est tout ce que je connais de cette série. Après, j'aimais bien déjà Buffy. J'ai beaucoup aimé le film Constantine avec Keanu Reeves, qui est sorti il y a quelques années. Donc, je me suis dit, voilà, peut-être ça pouvait m'intéresser quand même. Bon, je me sens vraiment, je pensais que je serais le seul à avoir juste dépassé la première moitié de la saison. Cette série ne m'intéressait franchement pas plus que ça. Pourtant, je suis un aficionados de la trilogie du samedi, hein, Charmed, Buffy, plein de séries, Dark Angel que j'ai beaucoup aimé également, mais à ce niveau-là, bizarrement, le pitch de Supernatural ne m'intéressait pas vraiment. J'avais l'impression que c'était une série d'horreur chaque semaine et sans être une flippette, même si je le suis un peu, ça m'intéressait vraiment pas plus que ça. Je sais pas, les deux frères, leur histoire, ça me laissait un peu sur le bas-côté. Bizarrement, les héroïnes m'intriguaient plus que ces deux héros que j'avais déjà aperçus dans d'autres séries ados et que je trouvais pas super... je sais pas, il m'interpellait pas plus que ça, pas plus qu'un Dawson ou Pacey par exemple à l'époque. J'aimerais bien savoir, toi Emeline, ce que ça représente pour toi, Supernatural. Alors moi, je l'ai découverte adolescente. Je pense que c'était en voyant Gilmore Girls au début où Jared Padalecki jouait que je me suis dit, tiens, une autre série avec lui, pourquoi pas tester ? Après, j'étais ado, donc je crois que j'ai vite décroché. J'ai peut-être vu la première, peut-être en entier, ça je m'en souviens plus. Mais du coup, pour ce podcast, j'ai essayé de tout voir en très 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 peu de temps. J'ai été très, assidue jusqu'à la 6e saison, incluse. Et à partir de la 7, j'ai été une mauvaise élève. J'ai regardé le premier et le dernier épisode de chaque saison. Et merci les récaps ont tiré en longueur de la série, ça aide énormément.
Et puis sur la dernière saison, par contre, qui était vraiment intéressante, là j'en ai regardé plusieurs. Mais voilà, donc je suis arrivée au bout, mais pas de manière très consciencieuse. Je ne t'en veux pas. 357 épisodes quand même, faut être un peu masochiste sur les bords. Je confirme. Mais moi, ce que je viens de dire, je viens de m'auto-fatiguer. Le pilote a pour titre La Dame Blanche. Madame et monsieur, est-ce que vous êtes prêts pour l'analyse du pilote, les amis ? Yes. C'est parti. Pré-générique. Un texte apparaît à l'écran et nous apprend que nous sommes dans la ville de Lawrence, dans le Kansas, 22 ans plus tôt. Sam est bordé par sa mère et son grand frère, puis on voit leur père qui le borde. À son tour, une fois que Sam dort, on remarque que peu à peu les éléments de la maison déraillent à base d'ampoules qui clignotent, de babyphones qui déconnent, avec des interférences dignes d'un poste de radio à l'ancienne. On est à l'étage supérieur, la mère rejoint le bébé dans la chambre et pense parler au père qui nous tourne le dos, nous, en train de mater un homme en train de calmer le petit. Sauf qu'une fois en bas, la mère tombe sur son mari, le vrai papa, qui lui s'est écroulé devant la télé comme une merde. On dirait moi devant la série Outlander ou Emily in Paris. Enfin bref. Du coup, la mère comprend directement que c'était pas son mari dans la chambre, mais un putain d'intrus. Le père entend la mère hurler au premier étage et court en direction de la chambre du petit. Et la scène d'horreur où le père voit la mère propulsée vers le plafond. Immolation du corps de la mère, puis incendie général qui ravage la maison. Le père a le temps de sauver ses enfants avant l'explosion de leur demeure. Arrivée des pompiers et dernière image fixe sur le visage fermé du père auprès de ses 2 enfants. Une question toute simple, que vous inspire ce pré-générique ? Emeline. Bah, c'est hardcore, c'est horrible et je trouve que c'est une bonne mise en matière, entrée en matière, pardon, pour nous montrer le côté calme d'une vie de famille, tout va bien jusqu'à ce que tout dégénère, un peu comme dans une série policière. Ce qui est intéressant d'ailleurs, juste pour l'info, c'est que on a l'impression que la mère est déjà morte alors qu'en fait elle est encore en vie. Ça, on l'apprend encore plus tard dans la série et c'est assez horrible pour la suite, quoi. Il y a un côté double peine, ouais. Ouais, c'est ça. Yoshka. On a vraiment une scène d'ouverture qui met le paquet d'emblée. On est tout de suite plongé dans l'ambiance. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès le tout premier plan, on a l'arbre qui est immobile et qui a un mouvement comme ça de repli, pas du tout naturel, souligné par la musique. Donc, dès les premières secondes, on sait qu'on est dans un contexte où il va se passer des trucs pas naturels. Donc vraiment une scène qui tout de suite nous capte. Et moi, il y a un truc quand même qui m'a étonné. Alors peut-être vous allez m'aider, mais il entend sa femme crier. Il monte, il voit le bébé tranquille et du coup, il est rassuré. Et sa famille vient de crier quand même. Moi, je pense que c'est parce qu'il se dit j'ai dû rêver, j'étais en train de dormir, j'ai peut-être imaginé ce cri. Ok, c'est bon. Mais il y a plein de choses. Mais je me suis quand même dit sur le moment, mais ta femme, tu t'en fous? Mais juste après, quand la maison est en feu et qu'il est encore à l'intérieur, qui dit à Dean de sortir avec Sam, et il y a quand même des flammes qui l'enveloppent totalement, mais il arrive à sortir. Ouais, il est inifugé. Ouais. Oui. Il est trop fort, c'est déjà un super-héros. Ça s'appelle l'instinct de survie. J'ai noté que c'était un pré-générique assez efficace. L'incursion du surnaturel est assez impressionnante quand même. Il y a un côté aussi, et on sent l'influence de l'exorciste par exemple. J'ai une drôle de référence aussi qui m'est venue à l'esprit, c'est Scary Movie, c'est pas une blague. Je vous laisse deviner quelle scène. Je n'en dirai pas plus. Et on reconnaît un visage qu'on a vu dans d'autres séries en voyant le papa de Dean et Sam. De qui s'agit-il ? Jeffrey Dean Morgan, qui a joué dans The Walking Dead. Et joué le rôle de ? Et joué le rôle de Negan. C'est ça. C'est aussi, pour les plus nostalgiques et fans de Grey's Anatomy, Denis Duquette. Et aussi dans PS I Love You. Et Marie à la ville d'Hilary Burton, ancienne Peyton des frères Scott. Bref, c'est de la pure installation pour illustrer le calme avant la tempête. Chapitre 1, que j'ai baptisé Stanford University en mode Halloween baby. Donc ça se passe 22 ans après. Donc on retrouve Sam, qui a du coup 22 ans. Il a une petite amie sexy qui se déguise en infirmière pour Halloween. Il a du bol. Ils sont étudiants et très amoureux. Ils vont à une soirée pour fêter Halloween, mais aussi la réussite de Sam au concours d'admission pour entrer en école de droit. Quand ils vont à la fête, ils sont avec des potes. Pendant la conversation, on apprend que Sam a un entretien pour une école le lundi matin. Jess, sa copine, est vraiment très fière de lui et le soutient, alors qu'on apprend en même temps que sa famille, par contre, n'est pas présente dans sa vie et qu'ils sont même pas au courant qu'il passait un concours d'admission. Est-ce qu'il y a déjà des éléments qui vous ont interpellé dans cette partie, Yoshka ? Alors, c'est clairement une scène d'exposition. Donc, tout ce qui est dit, c'est juste pour nous donner des infos sur le contexte, le parcours de Sam, etc., son rapport avec sa famille. Bon, c'est pas trop mal. C'est un petit peu surjoué, je trouve, et on sent qu'ils sont là pour délivrer de l'information. Rien de majeur à se signaler à part ça, quoi. Après, c'est intéressant de nous exposer le fait que Sam est une grosse tête, en fait, qu'il a du plomb dans la tête, et ça va être plutôt intéressant à observer en termes d'évolution au sein de cet épisode et dans la saison. Et en plus, on apprend qu'il n'est pas spécialement proche de sa famille. Donc ça aussi,
C'est intéressant de voir qu'il est assez solitaire et dans sa petite vie de jeune étudiant, quoi. Solitaire mais amoureux par contre. Et ça, je trouve... Enfin, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Jess va probablement subir quelque chose. Ou fuir. C'est trop beau, quoi. Donc l'infirmière sexy, c'est Adrienne Palicki, qu'on a pu voir dans l'excellent teen drama que je vous recommande et qui s'appelle Friday Night Lights. Elle joue le rôle de Tyra et vraiment, ça dépasse le rôle qu'elle a dans Supernatural, dont la trajectoire va vous émouvoir. Vraiment, regardez cette série. Je t'ai cinglé, tu m'as fait peur. Parce que tu t'es ramolli ici. Oh non. Relève-moi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je vais chercher une bière. Sam? Oui, Dean, voici ma petite amie Jessica. Quoi? C'est ton frère Dean? J'adore les Schtroumpfs. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes beaucoup trop bien pour lui. Je vais m'habiller de manière plus correcte. Non, je vous défends de vous rhabiller. Je suis sérieux. De toute façon, j'emprunte votre petite amie, on a des problèmes de famille à régler, mais je suis content de te connaître. Non. Quoi que t'aies à me dire, tu peux le dire devant elle. D'accord. Retour à la maison de Sam. Donc, au milieu de la nuit, un bruit réveille Sam qui se lève sur ses gardes. Il est flippé, forcément. Il furte dans la maison pour trouver ce qui se passe. Il repère l'intrus et il se bastonne jusqu'à ce qu'il voit le visage de son frère Dean. Dean commence déjà à taquiner son frère, comme quoi il s'est ramolli depuis qu'il est à la fac. Donc Sam, il fait quoi? Il le retourne et il montre que c'est lui qui est le plus fort. Jess les interrompt. Dean, en bon dragueur, ça on le capte très rapidement, fait des remarques un peu déplacées, puis il explique qu'il faut qu'il parle à son frère de problèmes familiaux, sauf que Sam ne veut rien cacher à Jess. Et donc là, on a droit à la phrase qu'on va revoir dans chaque récap de chaque épisode. « Papa est allé chasser, Sam. Et il n'est pas rentré depuis des jours. » J'adore le côté désinvolte de Dean qui bloque sur « Ah non, soyez pas gênés, mademoiselle, ne vous rhabillez pas. » Ok. On pourrait trouver que c'est franchement... Enfin, c'est déplacé, c'est totalement déplacé. Mais en même temps, comme tu as dit, il a ce côté désabusé et du coup, il est déjà assez attachant en fait. On sent que ça va être un bon blagueur. Oui, il fait pas gros dégueulasse. On se dit juste, bon, allez, il se la ramène un peu. Ça passe encore. J'ai relevé aussi que Sam parle de poltergeist et des portes du diable dans cette partie. Oui, il fait référence à d'anciennes missions de son père dans laquelle il s'en va souvent pendant quelques jours, il disparaît, puis il revient toujours. Donc on voit déjà qu'il y a un aspect surnaturel vraiment accentué. Ouais. C'est la bouche de l'enfer comme à Sunnydale. On rejoint le garage et la voiture de Dean. Donc dans cette scène, Sam explique pourquoi il ne veut pas se mêler de la disparition de son père. Depuis la mort de leur mère, John a été obsédé par la chasse aux démons, à raison quand même, pour venger sa femme. Donc il a tout appris à ses fils pour les protéger, quitte à détruire leur enfance. Sam donne l'exemple du pistolet que son père lui a donné à 9 ans pour le protéger du noir, alors que tout ce qu'il lui demandait, lui, c'est qu'on le rassure, en fait, qu'on lui dise de pas s'inquiéter. Ce à quoi, ça c'est super intéressant, Dean lui réplique « Mais on doit avoir peur du noir, on sait ce qui s'y cache. » Ils ont passé presque toute leur vie à chasser des démons, ils ont sauvé plein de gens, mais sans jamais trouver celui qui a tué leur mère. Donc Dean critique le fait que Sam soit parti pour avoir une vie normale, alors que c'est leur père qui a poussé Sam à couper les ponts, puisqu'il l'a mis quasiment à la porte quand il lui a dit qu'il voulait aller à la fac. Et à la fin de la scène, Dean prend Sam par les sentiments en lui disant qu'il pourrait retrouver leur père seul, mais qu'il a envie de le faire avec son frère. Donc Sam accepte, mais lui demande d'être rentré à temps pour son entretien du lundi matin. Beaucoup d'informations, Yoshka. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors là, on a la première discussion conflictuelle entre les deux frères sur un sujet qui va probablement revenir encore et encore, sur leur choix de vie complètement différent, avec Dean d'un côté qui a choisi d'embrasser la vie de chasseur pour faire honneur à son père et trouver la chose qui a tué sa mère, et Sam qui lui aspire qu'à une vie tranquille, normale, et donc forcément voilà, rencontre de ces deux choix de vie très différents, et une première discussion conflictuelle à ce sujet-là. Ouais. C'est un peu, encore une fois, de l'exposition. On poursuit, justement. Donc on change de plan pour voir le coffre de la voiture de Dean. C'est une Impala 67, voiture très importante tout au long de la série. Donc on voit le coffre s'ouvrir sur un arsenal digne d'un serial killer. Des armes à foison de tous les styles et de toutes les tailles. Donc on voit qu'ils sont habitués quand même, que c'est un mode de vie récurrent que pour Dean en tout cas. Dans la discussion, on apprend que Dean a presque 26 ans et qu'il commence à chasser seul. Puis il explique la mission de leur père, donc pourquoi il est parti si loin et depuis si longtemps.
Donc John enquêtait sur une série de disparitions inexpliquées qui s'étend sur 20 ans et qui arrive uniquement sur une portion de route de Jericho. Il est absent depuis 3 semaines quand il a laissé un message sur le répondeur de Dean. Il lance l'enregistrement et on l'entend dire que quelque chose de grave est en train de se produire, qu'il doit s'en occuper et qu'il doit être prudent parce qu'ils sont tous en danger. Sam remarque qu'on entend une autre voix sur l'enregistrement, une voix sous forme de petits bruits trafiqués. Dean a travaillé sur la bande grâce à un analyseur d'ondes pour pouvoir décrypter la voix. On entend une femme qui dit qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. Sam comprend qu'il s'agit d'un fantôme. Un analyseur de voix. Ouais, un analyseur de voix. Je sais, ouais. J'ai Ouais, envie de dire un ananas. Faut pas me rappeler. Peut-être qu'ils ont utilisé ça, en fait, pour Ça décrypter se la voix. Franchement, Faire un podcast, ça demande un bel exercice de diction quand même. on se demande ce qu'ils ont, enfin, quelle technologie ils ont quand même, parce qu'ils sont fortiches. Hein. On est d'accord. C'est les Ghostbusters de 2015, quoi. On apprend plein de choses. Dean part à la chasse et ne perd pas sa place. Il y va seul. On apprend qu'il y a plein d'homicides sur 10 et 20 ans, que des hommes. Et puis on ajoute cette sphère surnaturelle. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur le support audio. Bah, moi, j'ai dit, hein, moi, je trouve qu'ils ont un matos de malade et que je trouve ça un peu facile de dire, ah ouais, t'as remarqué ça, ah ben, je l'avais déjà analysé, tiens, ça donne ça. Mais bon, ça rajoute tout de suite un côté professionnel, en fait, à leur taf qui est intéressant, quoi. On sent que ça va creuser plus loin que juste, Scooby, j'ai vu un fantôme. Mais on suppose qu'ils n'ont pas que des gros flingues, ils ont peut-être aussi du matos un peu grosse technologie et tout ça. Dans le coffre, peut-être aussi, mais peut-être un deuxième coffre encore en dessous. L'Impala peut réserver plein de surprises. Ouais, bah, visiblement. Et il a une putain d'ouïe quand même, Sam. Parce que il arrive quand même à deviner la voix d'un spectre. C'est marrant, la traduction n'est pas la même entre la VF et la VO. Oui, dans la VO, elle dit... Une voix électronique. Lui, il dit une voix électronique, ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Et en VF, c'est la voix d'un spectre. Il dit la voix d'un spectre. Ouais. Ah, c'est beaucoup plus La clair. traduction, elle est assez lunaire entre la VO et la VF. Hein. C'est assez dingue. Même ce qu'elle dit en VO et en VF n'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'en français, elle dit je veux pas rentrer chez moi. Et là, c'est je peux jamais rentrer chez moi. Mais j'aime beaucoup quand même comment on aperçoit son aptitude et sa compétence, Sam, déjà, qui est resté, malgré le fait qu'il ne pratique plus la chasse depuis des années. On sent que c'est assez presque inné finalement. Ils ont tellement été baignés dedans que c'est une seconde nature chez eux. Et on le voyait d'ailleurs dans le plan où Dean rend visite à Sam et qu'ils se battent. C'est vraiment une scène de kung-fu. Donc on comprend tout de suite que les deux savent se battre. Dean relève le côté sérieux de Sam. On a vraiment une opposition donc entre le frère désinvolte et celui qui est plus posé, qui veut une vie pépère et un job classique loin du paranormal. Wait, you're taking off? Is this about your dad? Is he all right? Yeah, you know, just a little family drama. Your brother said he was on some kind of hunting trip. Oh, yeah, he's just deer hunting up at the cabin. He's probably got Jim, Jack, and Jose along with him. They're just gonna go bring him back. What about the interview? I'll make the interview. This is only for a couple days. Sam, I mean, please, just stop for a second. You sure you're okay? Hey, everything's gonna be okay. I promise. At least tell me where you're going. Je vous invite à reprendre la direction de la chambre du couple Sam-Jessica. On se calme, ça c'est soft. Discussion sur le fait que Sam s'en aille. Ce serait lié à la chasse. Sam parle de chasse au gros gibier dans la montagne, à sa chérie. Bref, il a baratine. Hein. Inquiétude de sa copine en mode « Mais tu pars ? Mais ton entretien pour l'école de droit ? Et tes rêves, mon amour ? Mais t'es sûr que ça va, toi ?» Sauf que Dean part en ayant pris ses affaires et sans dire à sa meuf où il va. Cette scène s'arrête là. Une chose à dire dessus. Je ne sais pas si dans la VF il y avait la même phrase, mais dans la VO, Sam dit que son père est sûrement avec Jim, Jack et Rose. En français, il le dit aussi. Il le dit aussi. Ouais. Okay. En fait, c'est une référence à de l'alcool. Au Jim Beam qui est un bourbon, au Jack Daniels qui est le whisky et au José Cuervo qui est de la tequila. En fait, c'est une blague un peu... Ils en cachent pas mal dans la série, des vannes comme ça, très fines. Merci de le souligner. Il y a de l'humour dans ce pilote. On se marre. Heureusement, c'est pas trop premier degré comme Roswell. On a échappé au pire. On a juste une prise de distance avec Sam, de la part de Sam avec sa copine qui comprend pas trop ce qui se passe. On a une technique, moi j'ai trouvé classique du héros qui n'en dit pas trop à sa chérie, histoire qu'elle s'inquiète pas trop, qu'elle soit protégée, parce que les femmes, vous savez, faut les protéger, elles savent pas se défendre elles-mêmes. Je rappelle que c'était l'époque, c'est 2005. Je ne valide pas. Heureusement, tout est réglé maintenant. Tout est parfait. Moi, je trouve juste que dans cette scène, il est presque, mais vraiment presque, content de partir.
enfin qui a comme une sorte d'adrénaline à l'idée de partir de nouveau à l'aventure, mais qui se l'avoue pas encore. En fait. C'est marrant que tu l'aies perçu comme ça, moi pas du tout. Mais je pense que c'est à force de visionnage aussi. Mais Ce podcast va nous griller le cerveau, je peux vous l'assurer. On prend la direction de Jericho, en Californie, et j'ai baptisé le chapitre suivant un fantôme bien plus sexy que Casper. Et oui, on quitte les frères Winchester, mais on reste en Californie, donc à Jericho plus précisément. Il fait nuit, on est dans une forêt, et un jeune homme est seul au volant de sa voiture avec du rock à la radio et sa copine Amy au téléphone. Il est en train de lui expliquer qu'il ne pourra pas la rejoindre ce soir car il travaille le lendemain matin quand des interférences perturbent légèrement le son de sa radio. Au même instant, on aperçoit une jeune femme qui attend sur le bord de la route. Ni une ni deux, notre conducteur raccroche au nez de sa copine et s'arrête au niveau de la femme. Elle a de longs cheveux noirs et porte une robe blanche qui, soyons honnêtes, ne se revendrait même pas 1 euro sur Vinted, tellement abîmée. Panne de voiture, demande le gars, ce à quoi la jeune femme lui demande de la ramener chez elle. Il lui ouvre sans hésiter la porte de sa voiture, bien sûr, et l'invite à monter à bord. S'ensuit une scène de drague un peu glauque, où l'homme, visiblement intéressé par la poitrine de la jeune femme, tente une discussion qui ne va nulle part. Il lui explique qu'une femme comme elle ne devrait pas être seule à cet endroit. Une femme pas comme elle, ce serait donc ok, hein, mais il passe. L'autostoppeuse se contente de découvrir sa cuisse et répond qu'elle n'est pas seule, elle est avec lui. Le jeune homme a de plus en plus de mal à contenir son flux d'hormones et quand elle lui demande s'il veut venir à la maison avec elle, il accepte évidemment avec enthousiasme. Ils repartent donc. Je rappelle qu'il a quand même sa copine Amy au téléphone, il n'y a même pas 1 minute. Ça fait peut-être que quelques semaines qu'ils sont ensemble. Admettons. Ils arrivent au niveau d'une vieille ferme délabrée et qui semble abandonnée. La jeune femme la regarde avec tristesse depuis la voiture. Le gars ne croit pas qu'elle puisse habiter là. Elle répond qu'elle ne pourra jamais rentrer chez elle, la larme à l'œil. Le jeune homme regarde la maison de plus près par-dessus son volant et lorsqu'il tourne à nouveau la tête vers le siège passager, la femme a disparu. Il sort de sa voiture et part à sa recherche. Il s'approche de la maison, regarde à l'intérieur à travers une vitre brisée et se prend une volée de chauves-souris qu'il fait tomber à la renverse. Gros jumpscare. Il repart en trombe avec sa voiture. Alors qu'il conduit et se remet doucement de ses émotions, on découvre la jeune femme assise tranquillement sur la banquette arrière avec un air menaçant. En la voyant dans son rétro, il s'effraie, fonce sur un pont fermé à la circulation et s'y arrête. On ne voit plus ce qu'il se passe dans la voiture, mais on entend le jeune homme hurler, la voiture être secouée et pour finir, les vitres sont recouvertes par des jets de sang et les cris s'arrêtent. On passe du sexy au glauque. Et au meurtre. Un regard là-dessus, Emeline. Déjà, pour l'instant, je trouve que toutes les femmes de cette série sont absolument sexy. Elles ont été choisies, je pense, pour leurs attributs, apparemment. Et je tiens juste à remarquer que l'actrice qui joue la jeune femme, c'est Sarah Shahi, qui a joué dans Sex Life, principalement non, mais en tout cas, elle a joué dans Sex Life, qui est sur Netflix. Et d'autres séries, c'est une actrice assez connue. Alias Person of Interest. Regardez-la dans Person of Interest si vous avez vu cette comédienne dans Sex Life ou ici dans Supernatural, parce que ça n'a rien à voir. Elle joue une espèce de tueuse à gages autiste et c'est une excellente comédienne qu'on a trop réduit à son physique. Elle est extrêmement talentueuse. Et je trouve que cette scène, elle fait bien monter la tension tout en douceur quand même. Bon, déjà, le mec, bien que sous hormones, ok, mais une nana qui commence à vriller, qui disparaît et apparaît comme ça en l'espace d'1 seconde, oui, je sais pas, elle semble pas tout à fait normale, quoi. C'est même une personne comme elle, c'est peut-être pour ça qu'elle squatte sur le bord d'une route. Enfin, j'imagine, non? Mais bon, il devait avoir les yeux trop sur ses seins, apparemment. Mais en tout cas, la tension, elle est bonne et puis la fin est quand même un peu flippante, ouais, elle est bien fichue pour juste inquiéter comme il faut pour ce début d'épisode. Ce que je trouve plutôt bien amené dans cette scène, justement, c'est tout ce jeu d'indices en fait qui sont laissés aux spectateurs, mais que le conducteur ne voit pas ou ne peut pas voir. Parce qu'on a les interférences, bon là il le remarque vite fait, mais il fait pas attention. On a l'autostoppeuse qui clignote, pareil, il le voit pas vraiment. Quand elle monte dans la voiture, nous on voit qu'elle est invisible de l'extérieur. On la voit pas en fait derrière la vitre, alors que lui on le voit. Ça, lui, il peut pas le savoir. Et on a des mouvements qui sont trop rapides pour être naturels. Enfin, il y a pas mal d'éléments comme ça qui sont donnés peu à peu aux spectateurs. Et du coup, nous, on comprend que c'est vraiment craignos, qu'il va vraiment se passer quelque chose. Et la tension monte parce qu'on voit très bien que lui, par contre, il se rend compte de rien en fait. Il y a quelque chose du vampire qui se déplace très vite, qu'on a pu voir dans Vampire Diaries notamment, qui est plutôt intelligemment installé en effet. Et lui, une chose qui bondit de la banquette arrière, ça c'est un grand classique je trouve, qu'on voit dans cette série. Ça m'a fait penser à Chucky par exemple, pareil, qui chopait sa proie en se jetant de la banquette arrière. Je trouvais ça assez classique, assez académique et sans prise de risque, pour le coup. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'est qu'à la fin de cette scène, on est à peu près à 16 minutes du pilote.
et on n'a pas encore vu la lumière du jour. Il a fait nuit du début à jusque-là, et on a déjà eu 3 scènes de suspense plus ou moins horrifiques. Donc on a vraiment là le ton de la série qui est donné d'emblée dès le pilote. On a 16 minutes, on est dans le noir, il y a des trucs d'horreur, etc. On est vraiment dans l'ambiance. Ce sera sombre, les amis. You and Dad still running credit card scams? Yeah, well, hunting ain't exactly a pro ball career. Besides, all we do is apply. It's not our fault they sent us the cards. Yeah? And what names did you write on the application this time? Berta Fraumian and his son Hector scored 2 cards out of the deal. Sounds about right. I swear, man, you gotta update your cassette tape collection. Why? Well, for one, they're cassette tapes. And 2, Black Sabbath, Motorhead, Metallica. It's the greatest hits of mullet rock. Well, house rules, Sammy. Driver picks the music. Shotgun shuts his cake hole. You know Sammy is a chubby 12-year-old. It's Sam, okay? Sorry, I can't hear you. The music's too loud. Et si on rejoignait une station d'essence? Sam se demande comment Dean, son frère, a pu se payer la bouffe de la station. Dean que, mec, la chasse, ça paye pas. Et que lui et son père volent des cartes bleues, ça c'est pas bien. Ça parle ensuite de cassettes qui sont dépassées, des goûts musicaux qui le sont tout autant. Black Sabbath, Motorhead et Metallica, est-ce que vous validez, vous? Ouais, ça va, c'est pas mal. Alors, j'ai été interpellé en voyant parce qu'on a projeté la série au public qui est là, en voyant en VOSTFR, moi j'ai regardé en VF, et les sons utilisés sont pas les mêmes. Je vais y venir. Sam ne supporte plus les Samis de son frère. J'ai plus 12 ans, ok. Dean démarre la bagnole, musique à fond, et nous, spectateurs, on entend en VOSTFR AC/DC, Back to Black. Moi, en VF, j'ai entendu, ça va parler à personne, le groupe Loveless, avec le son A Gift to the World. Ça sent l'histoire de droit d'auteur, ça. On a déjà eu le coup dans le pré-générique de Roswell, où en VF, on a Save Tonight de Eagle Eye Cherry, et en VO, on a autre chose. Donc, c'est un peu déroutant, quoi. La bagnole part vers Jéricho. Sam a fait des recherches. Leur père ne correspond à aucun signalement à la morgue et à l'hosto. Heureusement, j'ai envie de dire. Sam et Dean se garent près du pont et de la bagnole abandonnée depuis la veille au soir. Vous savez, celui qui pensait pouvoir tirer son coup, mais s'est raté, le pauvre. Je vous épargne les dialogues entre les shérifs qui évoquent l'identité du jeune homme. Dean et Sam s'avancent vers les forces de l'ordre. Ils sortent des fausses cartes de marshals fédéraux. Ils posent des questions aux shérifs qui confirment que les victimes sont tous des hommes et qui se connaissent tous. Normal, c'est une petite ville. Grosse référence sérielle, ça, hein. Twin Peaks, Broadchurch, voilà. Dean vanne la police, pas foutu de donner le mobile du meurtre. Ils savent pas trop choisir entre kidnapping, tueur en série et meurtre crapuleux. Sam tape Dean en mode arrête de te moquer d'eux. Petite chamaillerie entre frères sur le fait de mal parler à la police. Et un autre shérif et 2 agents du FBI débarquent en mode il se passe quoi, vous deux? Dean désamorce direct en disant oh non, oh rien monsieur, au revoir Mulder et Scully. Fin de la scène. Un regard dessus? Là, on a déjà plusieurs gimmicks en fait qui vont devenir récurrents tout au long de la série. Les chamailleries dans la voiture, il va y en avoir des tonnes. Et surtout autour de la musique ou de la pop culture, il y en aura souvent. Et puis aussi le fait qu'ils usurpent des identités de fédéraux. Et d'ailleurs, les identités qu'ils prennent, à chaque fois, c'est des noms de chanteurs ou de personnages assez connus. Et on n'a pas forcément toujours la référence, mais parfois on... C'est très américano-référencé, tu veux dire. Juste une info pour vous toutes et vous tous qui nous écoutez. L'usurpation de fonction en France, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 €. Donc ne faites pas ça. Yoshka. Je suis vraiment Yoshka, d'ailleurs. Je tiens à préciser. Je n'ai pas usurpé l'identité. Donc j'ai remarqué qu'il faisait jour, quand même. Donc là, d'un coup, on a de la lumière dans les yeux. Et effectivement, on a les codes de la série qui s'installent. Donc les frères qui se chamaillent, la Chevrolet noire qui sillonne dans des routes paumées aux États-Unis sur de la musique rock. Et globalement, je trouve qu'on a quand même des scènes plutôt légères avec notamment cette musique un peu too much quand ils se font passer là pour 2 agents fédéraux. Donc voilà, c'est une scène qui met un petit peu d'air. Non seulement il fait jour, mais en plus c'est un peu plus léger. Donc c'est bien, ça respire un peu après presque 20 minutes de darkness. Je répète, ne vous déguisez pas en flic, en gendarme ou en militaire ou en marshal. Sauf pour Halloween, évidemment. Ce soir, ça marche. Direction le centre-ville de Jéricho. En arrivant en ville, ils trouvent la copine de Troy, Amy. Ils se font passer pour les oncles de Troy. Elle leur explique qu'elle est au téléphone avec lui, qu'il lui a dit qu'il allait la rappeler et il ne l'a jamais fait. Ils vont remarquer que cette disparition n'est pas très naturelle, ce à quoi la copine d'Amy leur raconte qu'il y a une légende locale où une fille est morte assassinée
et que depuis, elle fait de l'autostop en faisant signe uniquement à des hommes. Ceux qui s'arrêtent disparaissent pour toujours. Donc forcément, ça intrigue les frangins qui vont de ce pas aux archives ou à la bibliothèque. Là, j'avoue que je savais pas trop. Ou à la médiathèque, comme nous ce soir. Je crois que c'est une bibliothèque. Hein. Tu n'as pas reconnu la bibliothèque? Non, j'ai pas reconnu la bibliothèque. Sur leur vieux PC. Il y a un petit chariot avec des livres et il y a quelqu'un qui tire la gueule et qui les range. C'est une bibliothèque. Avec un chignon? Avec un chignon, la bibliothécaire? Il faut quand même expliquer aux auditeurs et aux auditrices que les 2 personnes qui font ce podcast avec moi sont bibliothécaires. Voilà, donc on a le droit. Oui. On a le droit de blâmer les bibliothécaires. Et donc, dans cette bibliothèque de gens qui travaillent sérieusement, Dean et Sam font des recherches sur un PC pour retrouver un article, ou espèrent retrouver en tout cas des infos sur le meurtre qui pourrait coïncider avec l'époque des disparitions. Finalement, grâce à Sam, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un suicide qui a eu lieu sur le pont où Troy a disparu. Coïncidence? Je ne sais pas. En réalité, elle s'est suicidée parce qu'elle est responsable de la mort accidentelle de ses 2 enfants noyés dans la baignoire. C'est très sympa. Un très beau programme. Je comprends la spéciale Halloween maintenant. Ça commence à... Ah, c'était tout fait exprès. Hein. Bah, il a fallu une demi-heure d'enregistrement quand même. Yoshka là-dessus, déjà sur cette partie. On est dans 2 endroits, là, on est dans le café, après on est dans la bibliothèque, et à chaque fois, je suis un peu obsédé par la lumière, visiblement, mais à chaque fois on est vraiment dans des ambiances crado. Le café, c'est le café le plus glauque du monde, je sais pas si vous vous souvenez, les rideaux sont jaunes, ça cache la lumière. La bibliothèque, c'est la bibliothèque la plus glauque du monde aussi, il fait sombre. Donc dans Supernatural, même quand il fait jour, en fait, il fait nuit. Hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut aussi imaginer la chose. Et ce que j'ai trouvé assez charmant, quelque part, c'est un peu le charme des début des années 2000, c'est avec l'ordinateur, évidemment, voilà. Et le fait que ils aient choisi de filmer l'écran d'ordinateur. Bon, c'est pas le choix de mise en scène le plus heureux, hein, parce qu'on sait tous que ça fait des effets un peu dégueux sur. Voilà. Bon, j'imagine qu'à l'époque, ça devait passer, ça faisait un petit peu moderne. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on ferait différemment. Je pense qu'ils assument le côté old school quand même en 2005. On est vraiment dans une époque où on commençait à fouiller sur Google, tu vois, le milieu des années 2000, où on commençait à s'équiper à Internet, commençait à aller au cybercafé, à la bibliothèque sur Internet. On sent vraiment, il y a un ancrage comme ça. Que on va chercher un meurtre. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Sam veut toujours tout prendre en main. On souligne aussi ce trait de caractère-là. On installe aussi le background de Constance Welch, de cette femme qui sévit là sur les ponts. Et toutes ces recherches amènent les frères vers le fameux pont, donc on a vu le jeune homme. Je voudrais justement qu'on y retourne au niveau de ce pont sur les lieux du meurtre. Et oui, retour sur ce pont qui a vu trépasser notre jeune conducteur au début de l'épisode. Donc il fait nuit, évidemment, et les 2 frères enquêtent sur Constance. Mais la discussion tourne vite autour de l'entretien d'embauche que Sam souhaite passer lundi. Dean doute de la possibilité pour Sam d'avoir une vie normale. Selon lui, il devrait être plus honnête et accepter qui il est vraiment. Sam s'y oppose fermement, il ne veut pas que la chasse aux démons soit sa vie. Pour Dean, il ne s'agit pas d'un choix, mais d'un devoir envers leur père, chasseur, et leur mère, tuée par une entité mystérieuse. Mais Sam ne se souvient plus vraiment de sa mère et ne pense pas que retrouver le coupable de son meurtre changera quoi que ce soit. Elle est morte et rien ne la fera revenir. Dean s'emporte et saisit son frère par le col car il n'apprécie pas que Sam parle ainsi de leur mère. Constance apparaît alors sur le bord du pont et se jette dans le fleuve sous le regard médusé des 2 frères. Alors qu'il la cherche sans succès du haut du pont, les phares de l'Impala de Dean s'allument et celle-ci démarre un peu en mode voiture autonome possédée. Elle leur fonce dessus, les 2 frères se jettent par-dessus le pont pour éviter de se faire écraser. Sam a réussi à se rattraper au pont, mais Dean est tombé en plein dans la boue. À nouveau réunis, Sam se demande comment ils vont bien pouvoir continuer à enquêter et il ne manque pas de noter l'odeur de toilette de Dean. Beaucoup de tact entre les frères. Emeline, sur cette scène. Alors, quand j'ai vu cette scène, moi, je me suis dit, mais pourquoi vous avez sauté du pont? Enfin, oui. Je sais pas, ok, la voiture roulait toute seule, mais le pont était pas large, ils auraient pu très bien feinter, passer sur le bord. Un pas chassé. Voilà, un pas chassé. Ou je sais pas, tu sautes, enfin, ils sont forts, ils sont doués, ils font des arts martiaux, saute au-dessus de la voiture, fais quelque chose, mais ne saute pas au-dessus du pont, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça assez ridicule, mais un peu drôle, forcément, c'est pour le petit gag de scène. Après, on retrouve Dean plein de boue et Sam qui a su se rattraper, quoi. Avec son petit rire en plus qui allège un peu la fin de scène, c'est assez sympa. Après, pour leur dispute, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Dean, personnellement en tout cas, je le voyais toujours comme un gros dur. Un gros dur, un peu violent, et Sam, c'est l'innocent dans tout ça. Mais en fait, là, j'ai plus vu l'inverse. C'est Dean qui est tellement ancré dans le passé, et d'ailleurs, ça se ressent dans ses musiques, c'est toujours les musiques des années 70-80 qu'il écoute, alors que Sam est plus contemporain.
Et du coup, lui, il est plus dans le passé, il a du mal à le digérer, il est très, très, très sensible, en fait. Et il a du mal à dire les choses, alors que Sam, il est plus dans le moment, dans la rancœur, et il en a lourd sur la patate aussi, mais lui, il balance, et quitte à ce que ça fasse mal. J'en ai gros sur la patate. On utilise des expressions de vie aujourd'hui. Ok, c'est Yoshka. 2005, hein. C'est vrai qu'on a affaire au nœud principal, je pense, de l'épisode, c'est comment réunir Sam et Dean autour du projet de vie de Dean, que Sam, a priori, refuse. Et on voit bien que c'est possiblement un motif de dispute qui va être récurrent, même une fois que Sam aura rejoint le mode de vie de Dean. Et effectivement, on a un peu d'humour de premier degré, vraiment, qui donne, encore une fois, un petit peu d'air. J'aime beaucoup comment Dean interroge son frère en mode « Mais tu sais qui tu es l'un des nôtres. T'es un putain de chasseur qui va m'aider à retrouver papa. » Ça, j'aime beaucoup. On a l'installation du coup de 2 trames à la suite. C'est la première fois que les frères en plus se retrouvent en mauvaise posture. Pour moi, c'est juste l'installation d'une scène d'action, quoi. Même si elle est particulièrement lourde, c'est particulièrement pâteau, pour utiliser des mots à l'ancienne. Papa avait trouvé. Explique. Il a trouvé le même article que nous. Sur Constance Welch. C'est une dame blanche. Ouais, il est malin. S'il a eu affaire à une dame blanche, il a dû déterrer son cadavre et le détruire. Elle peut avoir refait surface. Non, papa a dû la déterrer. Il reculera pas. Elle est dans quel cimetière? C'est pas écrit. Connaissant papa, il a dû interroger le mari. Peut-être bien qu'il est vivant. Bien, je vais nettoyer toute cette saleté. Cherche une adresse pendant ce temps. Attends. Pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, à propos de papa et maman, je suis désolé. Pas d'attendrissement. D'accord. Je vous invite à rejoindre un motel miteux. Dean, qui est tout crado, couvert de boue, arrive à l'accueil du motel avec Sam et dégaine une carte bleue qui n'est pas à son nom, je vous le rappelle, c'est pas bien. Le gérant demande s'il n'est pas de la même famille qu'un gars qui a déjà une chambre dans le motel, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Les frères tombent sur une chambre en bordel, c'est celle de leur père. On apprend que leur père était inquiété par un mauvais esprit, présence d'un mur de victimes qui n'ont a priori rien en commun, pas le même métier, pas le même âge, pas les mêmes origines. Sam focalise sur ce que leur père a trouvé, et pas de doute, Constance Welch est une dame blanche. Il a trouvé la même chose que nous, notre padré. Leur père a dû déterrer la dame blanche pour ensuite détruire le corps. Sam se demande si le mari est vivant. Il a dû être interrogé par notre père. Et Sam dit qu'il est désolé pour ce qu'il a dit un peu plus tôt dans l'épisode sur leur mère. Comme quoi, s'il l'avait jamais vu en photo, il ne connaîtrait même pas le visage de sa mère. Et Dean fait un rappel à son frère Sam en VF. Pas d'attendrissement entre nous. Puis un jet d'oiseau derrière, en français, hein, pardonnez-moi, j'y suis pour rien. Du gland, banane. Moi, je les aime bien, celles-là. Elles sont mignonnes, je trouve, en français. J'aime beaucoup cette scène, je vais vous expliquer après pourquoi. Oui, Emeline ? Je trouve qu'elles sont mignonnes, ces petites insultes, parce que c'est justement, c'est bon enfant. C'est plus mignon, je trouve, qu'en anglais. En anglais, c'est jerk et bitch. Alors bon... C'est mignon, banane, moi j'aime bien. Yoshka ? Donc là, je pense qu'on est vraiment dans le cœur de l'épisode consacré à l'enquête, proprement dite. Donc on a un rythme un peu plus lent, avec pas mal de changements de lieu. Mais pour l'instant, on est encore dans l'hôtel, mais après, ça va encore changer. Et c'est vrai que c'est toute cette phase qui nous permet de connaître un peu mieux le père, un peu mieux comment il travaillait, ce qu'il faisait. Et si on veut rentrer dans cette chambre d'hôtel comme ça, on se dirait c'est un cinglé. Mais comme on a eu toute une installation du personnage, des chasseurs, etc., on est tranquille, on se dit ah ouais, bah là il faisait son boulot, il y a rien de choquant en fait. On n'est même pas choqué par cette chambre d'hôtel bizarre, quoi. Et mine de rien, on se rend compte à quel point dans le cerveau du père, c'est le bordel. C'est, tu vois comment c'est rangé, il y a des parties rangées, mais la chambre, c'est vraiment, on dirait qu'il est parti en catastrophe. Il a même pas fini son burger. Et c'est pas normal. Comme nous à midi. Je m'y attendais pas à celle-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que il se lance des petites insultes, des petites piques, et aussi pas de moment d'attendrissement. Bizarrement, j'aime beaucoup cette formule en VF. Ça me rappelle une phrase, bon, c'est pas totalement déconstruit, hein, ça me rappelle un peu Gibbs dans NCIS avec ses fameuses règles, dont la règle numéro 6, ne jamais s'excuser, c'est un signe de faiblesse. Et tu sens qu'entre deux, ils s'adorent tellement qu'ils n'ont pas besoin de s'excuser parce qu'il sait qu'il ne pensait pas complètement ce qu'il a balancé violemment à son frère. Et j'ai trouvé ça, moi, particulièrement touchant. Oui, il y a des moments touchants dans Supernatural. C'est comme quoi c'est possible. Et je suis d'accord, il a un côté... Là, on a bien le point de vue du grand frère. C'est bon, t'excuses pas, je peux gérer, je peux encaisser, on passe à autre chose. Et avec cette scène,
On a le côté aussi procédurier qui commence à s'installer. On voit comment ils vont fonctionner, comment fonctionne en fait leur mission de manière générale, comment ils épluchent les dossiers, les infos, les CV de chaque victime. Et que même si c'est le bordel, finalement, ils ont toutes les techniques du père, quoi. Et que c'est peut-être un des indices où ils se rapprochent enfin du père. On poursuit, il se passe beaucoup de choses. On sort de l'hôtel, Dean va chercher de la bouffe, présence des shérifs devant le motel qui comprennent que Dean n'est pas un marshal et que sa carte bleue est bidon. Dean appelle en catastrophe son frère en mode « Barre-toi, il y a la police ici, pour moi c'est mort, je peux pas me tirer ». Les shérifs interrogent Dean qui demande « Où est votre coéquipier ?» L'un des membres de la police va chercher Sam dans la chambre, l'autre shérif dit que « Tout est faux chez vous, jeune homme, t'es pas un marshal, ta CB elle est bidon ». Blague de Dean qui sort « Si, il y a un truc vrai chez moi », en VF, pardon de ce que je vais dire, je ne fais que répéter les propos. « Si, il y a un truc qui est vrai chez moi, mon trou de balle ». La BO est tellement mieux pour cette vanne. Ah, je sais pas. Là, maintenant que tu as que j'entends la vanne, j'aime bien aussi. Moi, j'aime bien My Boobs. Je trouve que c'est plus incohérent. Mon trou de balle, c'est... On va vraiment aller sur ce terrain-là, vraiment ? On est dedans, là. Continuité de la scène, interrogatoire au commissariat, Dean est en garde à vue. Il ironise concernant la tonne de problèmes qu'il a sur la tronche et on suppose que c'est un supérieur qui l'interroge. « Et toi, petit, t'es suspect numéro 1 ». Le flic dégaine le bouc du père, donc en VF on appelait ça le bouc, et appelle Dean par son prénom. Il prêche le faux pour avoir le vrai, et le flic raconte qu'il croyait que c'était un ramassis de conneries tellement incohérentes. Alors pour info, pour ceux qui n'ont pas vu le pilote, dans ce bouc il y a des dessins de démons, une sorte de journal de bord, des monstres croisés par le père, et surtout il y a un petit papier où il est écrit 35-111. Dean 35-111. J'ai noté ici qu'on en apprend plus sur le mode de fonctionnement, la façon de raisonner du père et surtout le sens de l'humour bien pourri de Dean. Une chose à ajouter ? Moi, j'ai juste remarqué que, j'aime bien la petite phrase du flic qui lui dit « Ouais, je sais que tu es pour nous le suspect numéro 1, mais t'es drôle, mec, j'avais 3 ans quand ça a commencé, quoi. » On voit que les flics, ils cherchent désespérément à trouver une solution, mais qu'en fait, ils ont que dalle. Juste, effectivement, ce livre qui est très bizarre, mais au final, qui leur parle absolument pas. Dean joue au plus malin, mais il est malin. Et il ne s'inquiète pas du tout. Il est cool, tranquille, du début à la fin. Hein. Et ça, c'est toujours sa personnalité. Il faiblira jamais, quoi. Il se stressera jamais. Ouais. On file voir le mari de Constance. Sam tombe sur lui et lui pose des questions en mode faux journaliste, comme son père l'a fait quelques jours plus tôt. Le mari indique où Constance a été enterrée. Et en fait, le mari a fui l'endroit où ses enfants se sont noyés. On apprend pourquoi le mari a fui leur ancienne maison et pourquoi il ne s'est pas remarié. C'était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Tu m'étonnes. Sam interroge le mari. Est-ce que vous connaissez la légende de la Dame Blanche ? Et là, accrochez-vous pour ceux qui n'ont pas vu le pilote. Je vous invite à vraiment être attentifs. Cette légende urbaine, c'est celle qui implique un mari infidèle. Et cette Dame Blanche aurait tué donc ses enfants après des crises de folie. Et une fois qu'elles ont réalisé ce qu'elles ont fait, elles se suicident, mais elles n'arrivent pas à passer l'au-delà et errent sur Terre pour tuer les maris infidèles. Le mari, ouais, je le prends très mal. Le sous-entendu de Sam à base de « Quoi ? Ma femme n'a pas tué nos enfants, dégage gamin et surtout reviens jamais ici !» Dean, lui, est toujours coincé au commissariat et continue de mentir au flic. Bon, Dean, finalement, profite d'un appel reçu par ce flic qui doit se barrer parce qu'il y a une fusillade ailleurs. Dean, lui, menotté, trouve un trombone qui traîne comme ça dans les dossiers. Là, il le récupère et il s'échappe. Et on apprend que le coup de fil reçu, finalement, était bidon. Très vite, s'il vous plaît, sur tout ce passage. Yoshka. La scène avec le mari est plutôt tendue émotionnellement, je la trouve plutôt pas mal, même si vers la fin il tremblote un peu trop de la lèvre, c'est un peu surjoué je trouvais. Mais bon, sinon une scène tendue, c'est un détail qui est important. Mais sinon une scène plutôt sympa. Et en plein jour. Oui, c'est vrai. On a une lumière chaude. Il faisait jour. J'avais oublié de préciser. Bon, c'est vrai qu'elle est toujours contrastée. Il y a quand même beaucoup d'ombre à chaque fois. Le commissariat, il fait sombre aussi. Ouais. La photographie, le WB, c'est la chaîne la moins riche des 5 networks américains. Un peu d'histoire des séries. La CBS, ABC, NBC, Fox et en dernier, la WB sont eux qui ont le moins de moyens. Et je trouve que la photographie est pas si mal que ça en termes de rendu. C'est quand même, mine de rien, travailler ce côté... Amérique profonde, l'Amérique de Trump, pour dire les choses telles qu'elles sont, vu l'actualité. Je trouve que vraiment, il y a une vraie immersion, mine de rien. J'adore ce côté reculé et ces petites cages d'interrogatoire. Fake 911 phone call, Sammy. I don't know. That's pretty illegal. You're welcome. Listen, we gotta talk. Tell me about it. So the husband was unfaithful. We are dealing with a woman in white.
And she's buried behind her old house, so that should have been Dad's next stop. Sammy, would you shut up for a second? I just can't figure out why he hasn't destroyed the corpse yet. Well, that's what I'm trying to tell you. He's gone. Dad left Jericho. What? How do you know? I've got his journal. He doesn't go anywhere without that thing. Yeah, well, he did this time. What's it say? Nah, it's the same old ex-Marine crap when he wants to let us know where he's going. Coordinates. Where to? I'm not sure yet. Dean, what the hell is going on? Sam! Allez, Dean remercie Sam d'ailleurs pour le coup de fil bidon. Donc effectivement, Dean appelle Sam pour lui dire « Punaise, t'as bien joué ton coup, c'était toi le coup de fil bidon, j'ai tout compris ». Et puis ils veulent chacun donner à l'autre toutes les infos qu'ils ont apprises. Donc Dean explique à son frère que le message finalement de Dean 35111 venait de leur père et qu'il s'agit d'une technique de marine pour leur donner les coordonnées. Donc pendant que les frères discutent, la Dame Blanche apparaît au milieu de la route. Sam freine en urgence, tout flippé. Il entend et voit le fantôme de Constance à l'arrière de sa voiture qui lui demande, puis l'oblige à la conduire chez elle. Elle est beaucoup moins patiente et séductrice qu'avec Troy. Et elle l'oblige à la conduire chez elle. Et en fin de compte, elle finit par prendre le contrôle carrément de la voiture qui les amène jusqu'à la maison de Constance. Elle s'en prend à Sam en essayant de le séduire, mais ça fonctionne pas. Et du coup, elle disparaît. Elle lui dit même, t'es peut-être pas infidèle maintenant, mais tu finiras par l'être. Et quand Sam se dit que ça y est, elle a disparu, en fait, il commence à sentir une douleur qui lui déchire la poitrine. Et il ouvre son gilet pour comprendre ce qui lui arrive. Et là, il voit que le fantôme lui transperce la poitrine avec sa main. Heureusement, Dean débarque et tire sur le fantôme. Puis Sam prend les devants et il se dit « Ok, tu veux rentrer à la maison, je vais te ramener à la maison. » Et il fonce dans la maison avec la voiture pour la ramener chez elle. Ensuite, elle veut toujours les tuer, mais elle voit le fantôme de ses enfants morts noyés qui lui demande si elle revient à la maison pour eux. De manière bien flippante, ils sont en haut de l'escalier en mode tout dégoulinant d'eau. Et ils apparaissent derrière elle et ils se jettent sur elle pour la câliner. Sauf que c'est ce qui va causer sa perte. Elle hurle et se dédouble en mode fantôme démoniaque, puis disparaît dans des flashs avant de finir en flaque d'eau, donc symbole de la noyade de ses enfants. Et au final, les deux frères se reposent parce qu'ils sont quand même un peu blessés, ils s'en sont un peu pris plein la gueule à ce moment-là. Ils comprennent que la culpabilité de Constance l'empêchait de retourner sur les lieux où elle a tué ses enfants et que c'était pile ce qu'il fallait pour l'éliminer. Et la scène se termine avec une petite phrase sympa de Sam qui lui dit « Sérieux, t'as tiré sur Casper, t'es vraiment sérieux ?» Encore une petite référence cinématographique. Et puis Dean qui lui dit, en tout cas en français, « Je t'ai dit que si tu rayais ma voiture, je te tuerais. » En VO, c'est un peu plus subtil, mais on voit qu'il aime sa voiture. Encore une fois, ils sont tellement complices que Dean peut se permettre d'envoyer cette pique à Sam. Yoshka ? Alors la rencontre de Sam avec la Dame Blanche n'est pas du tout la même que la rencontre de Troy au début de l'épisode avec la Dame Blanche, parce qu'en fait l'enjeu là c'est pas de créer du suspense, c'est juste de créer de l'action. Et donc tout de suite elle s'installe sur la banquette arrière de manière complètement surnaturelle, elle lui parle avec plusieurs voix comme ça, elle active le mode Tesla de la voiture. Sam, il n'y a pas de doute, il sait qu'il est face au fantôme, quoi. Le mode K2000, tu veux dire? Le mode K2000, c'est vrai. Qui fait une petite référence d'ailleurs à un autre épisode de la série, à un moment où c'est en mode K2000. Par contre, j'ai noté, alors pareil, est-ce que c'est une facilité scénaristique ou il y a un truc qui m'a échappé? Mais donc Dean est au téléphone dans une cabine quand Sam rencontre la Dame Blanche qui se fait emmener machin jusqu'à la grange, etc. Et là, ensuite, d'un coup, Dean pop à la ferme avec un flingue. Il vient de s'échapper quand même du commissariat. Donc, soit il court très très vite, il court super vite, il a rejoint la ferme en mode flash. Et il avait un flingue, je sais pas où, mais... Ouais, t'as raison. C'est un peu étrange ça quand même, non? Il a pas piqué de voiture. Je pense que l'enjeu c'était d'avoir les deux frères ensemble sur la scène finale. Et donc voilà, petite facilité là pour qu'ils soient quand même là avec lui. Scène pure d'action, on montre encore une fois l'intelligence de Sam qui prend la bonne décision au bon moment pour pouvoir se débarrasser de la grande méchante de la semaine. Je vous invite, si vous le voulez bien, à reprendre la route. Et oui, musique rock, l'Impala avec un phare cassé qui roule sur une route américaine de nuit. Dans la voiture, muni d'un plan et des notes trouvées, Sam détermine où leur père est allé, à Blackwater Ridge, dans le Colorado, à 950 km environ. Sam rappelle à Dean qu'il ne peut pas y aller avec lui à cause de son fameux entretien qui a lieu le lendemain matin. Dean accepte sans enthousiasme de ramener Sam chez lui. Arrivé chez Sam, ce dernier quitte la voiture et Dean lui rappelle qu'ils ont quand même formé une bonne équipe face à la Dame Blanche. Sam est d'accord et semble nostalgique du peu de temps qu'ils ont passé ensemble ces derniers jours.
Il rentre finalement chez lui, Jess est apparemment sous la douche, même si elle ne répond pas à Sam quand il l'appelle. Fatigué, ce dernier s'allonge sur son lit, bien content de retrouver enfin sa petite vie tranquille. Alors qu'il est couché, 2 petites gouttes de sang tombent sur son visage. Il ouvre les yeux et découvre avec horreur que Jess est collée au plafond, le ventre ouvert et les yeux noirs. Des flammes l'engloutissent bien rapidement. À ce moment-là, Dean rentre en force chez Sam et le récupère pour le faire sortir de la maison qui commence à prendre feu de toutes parts. Sam ne fait qu'hurler le prénom de sa petite amie. Pendant l'intervention des pompiers, Dean retrouve Sam à l'écart de la foule. Il est en train de charger un fusil à pompe dans le coffre de l'Impala, en larmes. Ils n'échangent qu'un regard mais se comprennent. Sam remet le fusil chargé dans le coffre et lance un « We got work to do ». Nous avons du pain sur la planche avant de refermer le coffre. Sam n'ira probablement pas à son entretien demain. Plot twist, elle a cramé l'infirmière sexy. Ouais, c'est bien Halloween, bien glauque ça. Ah pardon, c'est enregistré, c'est vrai. Donc, en effet, une dernière scène où la boucle est bouclée quelque part, Emeline. Oui, c'est ça, la boucle est bouclée de manière aussi gore que la première. Et pour des petites infos, les petites anecdotes, j'ai lu qu'ils avaient hésité pour la fin. Ils essaient de trouver la bonne motivation qui pousserait Sam à partir avec Dean chercher leur père. Et c'était soit il tuait Jess, soit il faisait d'elle un démon. Qui du coup il aurait dû finalement sans doute tuer à un moment donné, et ils se sont dit que vis-à-vis de la mère, vis-à-vis du cercle, c'était la meilleure des solutions. Et petite chose qui, je sais pas vous, mais moi ça m'avait quand même un peu surprise dans ce moment-là, dans cette scène-là, c'est que Dean y part avec la voiture. On le voit démarrer et s'en aller. Et en fait, dans le DVD, il y a une scène coupée. Une scène coupée où on voit Dean qui est dans la voiture, qui vient de le déposer, qui part. Et en fait, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas quand il remarque que sa montre s'est arrêtée et que la radio recommence à déconner. Et donc là, il fait demi-tour et c'est comme ça qu'il va sauver ça. Ça aurait été plus intéressant de la laisser parce que ça aurait été plus pertinent pour comprendre. Mais pourquoi il est là en fait ? Casser le choc, je pense, de voir Jess. Yoshka ? Alors on a une scène miroir de l'ouverture du pilote, avec Sam qui est couché dans son lit, une femme qu'il aime qui est brûlée au-dessus de lui, son frère qui l'aide à fuir la situation, et le montage quasiment identique et quasiment la même ambiance sonore que la scène d'intro. Ouais, en effet, on a du pain sur la planche. C'est la dernière réplique Le travail nous attend. Ouais, on est des badass, on a 2 armes dans notre coffre. Ok les gars, ok. Mais c'est ainsi que s'achève le pilote de Supernatural. Avant de passer à la notation, comme d'habitude, on va faire un pas de côté et parler un peu des saisons suivantes et vous délivrer quelques infos et autres anecdotes juste après un dernier extrait. So this is where she drowned her kids. That's why she could never go home. She was too scared to face him. You found her weak spot. Nice work, Sammy. Yeah, I wish I could say the same for you. What were you thinking, shooting Casper in the face, you freak? Hey, saved your ass. I'll tell you another thing. If you screwed up my car, I'll kill you. Allez, quelques infos et anecdotes sur Supernatural. Quelques questions aussi pour cerner, parce qu'il y a une grande courageuse dans ce podcast qui s'appelle Emeline. Je suis très admiratif. Elle s'est tapée une grosse partie des épisodes, à peu près 2/3 sur les 357. On va passer vraiment en mode flash. Juste, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, s'il y a une saison parmi ces 15 que tu as préférée ? C'est une des dernières. J'ai adoré la saison 14. Désolée pour le spoil. Donc, si vous voulez regarder la série, fermez vos oreilles. Il y a la mère qui revient, qui est ressuscitée. Parce que c'est un truc récurrent dans la série. Pour info, ceux qui sont morts ne sont jamais vraiment très longtemps. Et le nombre de fois qu'on peut mourir est assez impressionnant dans cette série. Mais oui, du coup, il y a la mère qui revient dans la saison 14. Et donc, il y a un noyau familial qui se crée et qui est plus doux. Et puis, il y a d'autres personnages aussi qui se rajoutent. On sent qu'il y a vraiment une équipe qui se crée. Et puis, ils peuvent rattraper un peu le temps perdu. On commente des êtres humains ou des chats ? Ils ont plusieurs vies, enfin bref. Ah oui, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Il y a même un épisode à un moment où, entre les frères, je crois, où c'est leur oncle qui leur dit ça. Mais vous êtes morts combien de fois déjà ? Un épisode qui t'a particulièrement marqué sur ces 15 saisons ? Alors, je crois que c'est aussi dans la saison 14. Bon, il y en a plein, honnêtement. En fait, dans chaque saison, il y a un épisode qui casse le rythme, qui est toujours complètement à part, où ils font dans des univers parallèles, où ils s'imaginent une vie rêvée, ce genre de choses. Et dans la saison 14, il y a un épisode qui s'appelle Scooby Natural. En fait, il y a une télé qui est possédée et ils ont cette télé.
et il l'allume et il y a un épisode de Scooby-Doo et il se retrouve projeté dans l'univers de Scooby-Doo, donc en dessin animé, donc tout l'épisode est en dessin animé et il y a tout le Scooby Gang, il y a Fred. Ça réagit dans le public à l'applaudimètre. Qui l'a vu? On va applaudir personne? Non, Scooby-Doo, pas Scooby Natural. Il a pas mal buzzé, je me souviens, ça avait été pas mal relayé sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas entendu parler à l'époque, mais c'est vrai qu'il vaut le coup. Et puis il joue avec le côté cartoonesque. Et ce qui est sympa, c'est que donc il joue avec ce côté cartoonesque, mais en même temps, vu qu'ils viennent du monde réel, ils apportent de la réalité aussi dans ce monde-là. Donc par exemple, quand Sammy il tombe un moment du balcon, il se casse le bras, ce qui n'arrive jamais. Donc c'est assez intéressant. Et puis surtout, il essaye de séduire, Dean essaye de séduire Daphné, forcément. Mais elle, non, moi je préfère les mecs avec des foulards. Ça a l'air complètement what the fuck. C'est ça qui est génial. Elle est un peu négative qu'on va évacuer très vite. La saison qui est vraiment la moins intéressante sur les 15. C'est celle où j'ai arrêté de regarder tous les épisodes d'affilée, c'est-à-dire la 7. La saison des Léviathans, ça m'a tué en fait. Je trouvais que ça partait totalement en live, ça devenait très difficile à suivre. Ça m'intéressait pas plus que ça et tous les personnages, Bref, voilà, la saison 7 n'est vraiment pas dingue à mon point de vue. Je trouve qu'elle était trop longue. Un personnage secondaire que tu adorais retrouver tout au long de cette série? Alors j'y ai réfléchi et c'était très difficile parce que je trouve qu'il n'y a aucun qui ressort vraiment, à part l'Impala. Parce que l'Impala, comme dit, même si elle parle pas, elle a quand même une importance capitale dans toute la série. Dean l'appelle Baby en fait. Tout au long de la série, c'est Baby. Si elle a un problème, si quelqu'un ose lui piquer les clés de la voiture, il pète un plomb. Et elle a un gros lien avec leur passé aussi. Il y a des objets qu'ils cachent dans cette voiture, qui datent de leur enfance et qui recréent en fait des souvenirs, parfois même des protections, des rituels un peu autour de cette voiture, qui fait que finalement, quand ils sont à l'intérieur, ils sont toujours protégés. Il n'y a pas un épisode d'ailleurs qui est du point de vue de l'Impala? Ouais, il y en a même un, effectivement, ouais. Quand tu fais 15 saisons, tu peux tout faire à un moment donné, visiblement. C'est ça. Okay. Elle finit en académie, comme dit cette voiture aussi. Donc, C'est David Lynch de Twin Peaks, le grand retour, quoi. C'est la même. On fait des trucs what the fuck. Okay. Il a tout tenté. Je parlais tout à l'heure d'Amérique profonde. Sachez que c'était pas tourné en Amérique, mais au Canada, du côté de Vancouver. Les frais de production sont moins chers. On en arrive à la conclusion, évidemment, de la série. On a parlé du pilote, on a parlé des saisons passées, mais j'aimerais bien juste une petite minute sur le tout dernier épisode, l'ultime épisode, qui a mobilisé énormément de fans en novembre 2020. Sachez qu'en France, il a été diffusé en même temps qu'aux États-Unis sur la chaîne Série Club à 3h25 du matin. Il y a eu une rétrospective, puis les épisodes de la saison 15 et ce dernier épisode. J'aimerais beaucoup avoir ton regard dessus. Est-ce que ça vaut le coup, justement, d'aller jusqu'au 327e épisode? Alors, je connaissais la fin avant de voir l'épisode. Du coup, je redoutais un peu la chose parce qu'il y avait il y a un événement que je trouvais un peu banal par rapport à toute la série. Et en fait, je trouve que la manière dont ils l'ont amené termine parfaitement la série. C'est une très belle conclusion et je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus. Est-ce que tu as pleuré? J'ai failli. Mais je me suis retenue. Non, il y a un moment qui est vraiment touchant où tu te dis, voilà, on a quand même si j'ai pas passé 15 ans à la regarder, mais s'imaginer que ça fait 15 ans que tu regardes cette série, qu'elle se termine comme ça fait quand même une dose d'émotion, quoi. Et surtout, voir ce dernier épisode, puis revoir après le premier, parce que dans le dernier, ils font pas mal de références au premier. Et ça, c'était assez touchant. Je rappelle que le créateur derrière cette série, c'est Eric Kripke, qui avait sévi avec une série que tout le monde a oubliée, s'appelait Tarzan et Jane, ça datait de 2003. C'était avec Sarah Wayne Collies, entre autres, elle a joué plus tard Sarah dans Prison Break. Et évidemment, il est connu plus récemment pour avoir produit, créé The Boys pour Prime Video, c'est lui aussi. Et on retrouve l'un des deux frères Winchester. Jensen Ackles. Voilà, et il devrait peut-être y avoir Jared Padalecki dans la dernière saison de The Boys, parce qu'il veut essayer de reconstruire le trio Winchester, vu qu'il y a Jeffrey Dean Morgan qui était aussi présent dans la dernière saison. La reconstitution de la Ligue dissoute, et oui, un truc aussi, je sais pas si tu le savais, le duo des frères Winchester s'est inspiré, parce que Eric Kripke est un grand fan de Star Wars, et c'est basé sur le duo Han Solo et Luke Skywalker, je sais pas si tu savais. Ah non, ça je savais pas. Par contre, j'ai appris qu'il y a des BD qui existent aussi de Supernatural,
et que en 2011 ils ont même sorti un animé qui reprend les 2 premières saisons de la série avec des rajouts de flashbacks de leur enfance, mais que ça n'a jamais été traduit en français. C'est pour ça qu'ici on n'en a pas du tout connaissance. Oui, c'est ça que je voulais dire. Je voulais évidemment dire une connerie. Jared Padalecki, vous savez ce qu'il a joué entre Supernatural et du coup, enfin après Supernatural, Walker Texas Ranger, le remake. Ou peut-être que ça a été annulé récemment, mais et juste pour l'anecdote, parce que je la trouve très très drôle, il y a un épisode dans Supernatural où ils vont à Hollywood pour résoudre un meurtre, et ils sont dans la petite voiturette qui fait visiter tout le plateau, et il y a une voix qui dit oui, donc sur ce plateau, on arrive sur le plateau de Gilmore Girls. Si vous regardez bien, vous pouvez même apercevoir une des stars, et ils font un gros plan sur Jared Padalecki qui est en mode non. Et t'as Dean derrière qui est en mode hey. Donc j'aime bien le petit clin d'œil quand on connaît la série, quoi. J'aurais besoin que l'un ou l'une d'entre vous sorte sa calculatrice, car nous passons à la phase de notation. Je suis sérieux, je suis premier degré, si vous pouvez. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, le public qui est avec nous y a participé, d'ailleurs, à donner une note. Je suis certain que vous avez été bien plus généreux que moi. Donc je vous écoute, vous, évidemment avec moi, l'équipe, pour donner votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale, les forces et les faiblesses concernant cette Dame Blanche. Je rappelle l'échelle de notation que j'ai piquée au magazine L'Équipe, parce que flemme. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 un bon pilote, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable et 0 inadmissible. Yoshka, quelle note donnes-tu à ce pilote, avec, s'il te plaît, une appréciation très courte là-dessus. Quelle note donnes-tu à ce pilote de Supernatural ? Alors, pour moi, ce sera un 8 sur 10. Parce que je trouve que c'est un pilote efficace, bien filmé, bien joué, bien rythmé, qui pose les enjeux essentiels, caractérise les personnages principaux et leurs relations. On est direct plongé dans l'ambiance et on y reste pendant on est direct plongé pendant 16 minutes de noir, je le rappelle. Tout est très lisible, peut-être un peu trop, avec la Dame Blanche qui est surexpliquée un peu à mon goût. Il y a quelques facilités scénaristiques, on rappelle Dean qui pop avec un flingue à la fin, mais c'est rien de super gênant. Et surtout, on s'attache en fait aux 2 frères, à leur relation qui est crédible, et on a envie de voir la suite. Donc, si un pilote donne envie de voir la suite, c'est que le contrat est rempli. Donc voilà, je mets 8 sur 10. Un très bon pilote pour Yoshka. Emeline, je t'écoute. Quelle note donnes-tu à ce pilote de Supernatural ? Moi, je donne un 7 à ce pilote. Parce que bon, effectivement, j'ai pas beaucoup de raisons différentes de Yoshka. Il est bien mené, il est carré, les plans sont simples et efficaces, les acteurs font leur job et on sent bien une connivence quand même déjà entre les deux. Donc ça peut être déjà sympa. Et puis pour une série fantastique horreur, elle a déjà des bonnes petites tensions. Et le côté légende est vraiment intéressant. Et à la fin, effectivement, avec le twist est efficace, quoi. On veut savoir ce qui se passe après. Rappelle-moi la note. 7. Un bon pilote, donc pour toi. J'ai tendance à mettre la même. Je vais être sympa ce soir. Allez, un bon pilote. C'est vrai que j'ai vu au moins 4 fois. Je n'en peux plus de ce pilote. C'est solide, c'est drôle. J'adore qu'il y ait une dose de second degré. Il y a une vraie belle entente entre les deux, une belle alchimie dans ce duo. Vraiment, dès le pilote, ça se ressent. On sent qu'il s'apprécie déjà. Je ne sais pas s'il y a eu un travail en amont, mais en tout cas, il a très bien été fait. Les effets spéciaux, ils valent ce qu'ils valent. C'est équivalent à Buffy à l'époque. On a un tout petit peu mieux. C'est rythmé. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est pas flippant. C'est peut-être un petit bémol qui fait que il perd quelques points. C'est pas aussi horrifique qu'on veut le faire croire. Mais c'est solide. J'ai absolument pas senti les 42 minutes passées. Donc, c'est un bon pilote. Donc, je vais être sympa. Donc, 7. Et il se trouve que le public a voté aussi et que votre moyenne tout à l'heure était de 7,45. On est vraiment très proches les uns des autres, comme quoi vous êtes d'excellents critiques, les amis présents dans la salle. Donc 7,36 en moyenne générale. Ça fait partie des meilleures notes, franchement. Elle se hisse au niveau des atypical, Fleabag, qu'on a pu commenter aussi dans ce podcast. Et vraiment, c'est plutôt bien placé. Donc c'était Supernatural et la Dame Blanche. Et j'ai plein de remerciements à faire, mais d'abord un rappel. Les 15 saisons, et là accrochez-vous, les 15 saisons de la série Supernatural sont à voir ou à revoir sur Max ou Prime Video, ainsi qu'en DVD et en Blu-ray. Un pilote presque parfait, oui. Ne les regardez juste pas en 3 mois. Évitez de faire comme moi, ne les regardez pas en 3 mois. Pour votre santé mentale. Allez, 1 an, c'est bien. En 15 ans, je prends. Une saison par an, je prends.
Un pilote presque parfait, c'est fini. Un Halloween presque parfait, c'est fini. Un grand merci à vous, Emeline et Yoshka, d'avoir fait ce premier épisode en live dans la ville d'Haguenau, dans la médiathèque de la Vieille Île avec moi. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette émission ici, dans la médiathèque de Haguenau. Un grand merci à Louane, qui gère l'informatique et la gestion du temps lors de cette soirée. La pauvre, elle a eu beaucoup de boulot avec moi. Merci à Marjolaine qui gère les sous-sous, les finances. Merci à Julie qui gère la com. Merci à Pauline qui gère les actions culturelles. Et merci au Dirlo, le boss de l'établissement, Alexandre, de nous avoir accueillis ici. Vous pouvez retrouver l'épisode d'un pilote presque parfait que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles, pour nous soutenir. On est aussi présent sur les réseaux, sur X, @pilote-parfait, sur Insta, la saison des séries. Merci à vous, auditeurs et auditrices fidèles, et merci à toutes les personnes ce soir. C'était vraiment très sympa de passer Halloween avec vous en terre alsacienne. Merci beaucoup à vous.